Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du guide de survie du doctorant. Si vous ne savez pas du tout ce que vous faites là et que vous avez atterri là par hasard, je vous encourage à aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi et ensuite à prendre les épisodes dans l'ordre. Pour les autres, nous sommes toujours le matin, nous venons nous consacrer 6 minutes à des petites tâches qui ne demandaient pas beaucoup d'énergie ou de cerveau disponible et on est prêt à attaquer aujourd'hui 2 items un petit peu plus costauds qui seront donc à intégrer dans votre routine une fois qu'elle sera bien mise en place. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'aspect un petit peu plus physique de la chose. Maintenir la tête hors de l'eau lors d'une thèse, c'est déjà pas facile, mais c'est encore plus compliqué si jamais le corps ne suit pas, si vous souffrez de douleurs chroniques, si jamais vous entretenez une blessure de fatigue ou si, globalement, tout ce que vous faites pour votre thèse ou à côté vous fait mal. Il faut bien se rendre compte que même si le lien n'est pas tout à fait compris, il est en revanche bien établi entre les douleurs, surtout si elles sont chroniques, et la santé mentale. Et cette relation va dans les deux sens. La douleur altère la santé mentale, la mauvaise santé mentale renforce la douleur. Et je vous arrête tout de suite, il n'y a pas besoin que cette douleur soit extrêmement importante pour être déjà invalidante. Les études qui travaillent sur le sujet ont traité aussi bien des gens atteints de réelles douleurs handicapantes que ceux ayant tout simplement de banaux, maux de dos ou de lombaire. Donc, les réactions de type « Non mais en vrai, ça va, j'ai pas si mal que ça, j'ai mal au dos, ouais, mais tout le monde a mal au dos. Non mais en vrai, j'ai pas envie de déranger un toubib juste pour ça. » On oublie. Vous êtes concerné aussi. Si vous voulez garder la tête hors de l'eau, il va falloir que le reste du corps suive. Le seuil de tolérance à la douleur, il est individuel. Et en fait, la douleur, c'est pas quelque chose de très précis. On pense que généralement, il y a des nocicepteurs dans notre corps. Et il me semble qu'il y a des choses qu'on appelle aussi nocicepteurs, mais c'est pas vraiment le bon terme adapté. C'est-à-dire que finalement, tu vas recevoir une information. Et cette information-là, ensuite, ton cerveau va l'interpréter et va te dire « ça, c'est douloureux ». Ça, c'est pas trop douloureux. Donc, ce qu'on remarque par exemple chez les sportifs de haut niveau, les gens qui ont beaucoup l'habitude de faire du sport en fait, eh bien, ils se retrouvent avec des seuils qui sont beaucoup plus hauts que la norme et ils sont capables de tolérer des trucs en termes de douleur qui feraient s'arrêter n'importe qui d'autre qui n'est pas sportif et eux ils se disent juste, bah, c'est la douleur de l'effort, voilà. Et du coup, c'est très compliqué de dire ça. Il me semble, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus, mais il me semble que par exemple, les femmes qui ont plus l'habitude de ressentir la douleur, notamment vis-à-vis des règles, vis-à-vis de l'accouchement, etc., vont avoir aussi des seuils de douleur qui vont être bien plus hauts que des hommes qui n'ont pas l'habitude. Et à l'inverse, des hommes qui font des sports de combat, qui ont l'habitude de se taper dessus, on est toujours sur des choses un petit peu des échelles très subjectives. Sachant qu'en plus, on n'a vraiment pas de degré de marqueur absolu. C'est-à-dire que il y a des histoires comme ça où il y a une femme qui s'est fait croquer un bras par un requin, et en fait, avant d'arriver sur la plage, elle n'avait pas de douleur. Et à l'inverse, il y a une histoire où il y avait un construction worker qui avait, donc je ne sais pas comment on traduit ça, construction worker, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment en fait, et qui avait un clou qui était passé à travers sa chaussure. D'accord ? Qui était dans son pied. Voilà, exactement. Et en fait, il avait super mal jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça avait traversé ses orteils, enfin que ça avait passé entre ses orteils. Ah oui, donc il n'était pas touché. Il n'était pas touché, mais il avait très 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 mal. Donc, je sais que la réponse est un peu longue, mais il n'y a pas de réponse absolue en fait à avoir ça. Cependant, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand la douleur passe pas, je veux dire sur plusieurs jours et qu'elle ne va pas en fait vers un état d'amélioration. Par exemple, quand on refait la prochaine session, et on recommence à avoir cette douleur-là, ou quand elle est trop intense sur le mouvement, sur le moment, quand elle est trop intense sur le moment, ça vaut le coup de quand même consulter un avis médical. Mais la clé, c'est de ne pas catastropher non plus, parce que plus on va se catastropher, plus en fait on aura mal et plus on aura tendance à éviter le mouvement, ce qui fait qu'on aura de plus en plus mal, parce qu'on va se dire j'évite le mouvement. Donc le corps interprète ça comme c'est un danger, c'est un stress, on se stresse, on a encore plus mal, etc., etc. Donc la douleur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder en se disant on aura tous mal à un moment, c'est pas très très grave. À partir du moment où ça s'améliore, ou c'est pas très haut, ça va quoi. Or, si au premier abord un doctorant n'a pas l'air de faire grand-chose de physique,
Alors, si on exclut les climatologues qui bossent par -30 6 mois de l'année, les botanistes qui pataugent dans la mangrove en se faisant bouffer par les moustiques, les paléontologues qui passent leur vie à plat ventre à respirer de la poussière en cramant au soleil, les éthologues qui crapahutent dans ce que le monde fait de plus hostile comme environnement, pour observer des bestioles tout aussi hostiles, en échappant généralement à des braconniers encore plus hostiles. Bref, il y a un certain nombre d'activités incontournables dans la thèse qui impliquent des postures du style rester beaucoup debout fixe, notamment devant une paillasse, ou assis devant un ordinateur. Et aucune de ces postures n'est tout à fait ce dont le corps humain est fan. Lui, il est fan de transpirer beaucoup, et de faire de la course de fond. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Le premier risque, donc, c'est de développer ce qu'on appelle les TMS, ou les troubles musculo-squelettiques. Musculo-squelettique, ça veut dire ce qui est lié musculaire et au squelette, et tout ce qui s'y rattache, en fait. Et du coup, les troubles, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est basiquement tout ce qui va toucher à ce qui va peut-être être lié à du mouvement, on va dire d'une façon générale. Donc typiquement, tout ce qui va être les muscles, les os, les articulations, les tendons, etc. Tout ce qu'en fait, il va pouvoir être mobilisé plus ou moins par le mouvement. Je vais le dire de cette façon-là. Et donc pas ce qui est, par exemple, les muscles lisses qu'il va y avoir dans nos intestins, pas ce qui va être, je sais pas, des maux de tête, des choses comme ça, mais vraiment ce qui va être relié au mouvement. Et pourquoi est-ce que ça peut être important, même pour les gens lambda, de s'y intéresser? Tout simplement parce qu'on bouge tous. Et comme on bouge tous, ça peut nous handicaper dans notre quotidien, ça peut même nous handicaper quand on ne bouge pas, parce que même si c'est des troubles qui sont liés au mouvement, on n'est jamais dans un état totalement statique. Même quand on dort, on bouge. Et en fait, on peut avoir des douleurs qui ne nous lâchent pas, même quand on est dans des positions très particulières, etc. Et donc, je pense que c'est mon avis vis-à-vis de ça, je ne suis pas kiné, voilà, machin, etc. Même si j'ai pas mal lu sur la littérature, mais je pense que ça peut être quand même intéressant pour tout le monde d'avoir un corps qui nous fait pas mal tout le temps. Oui, parce que quand tu parles de mouvement, on est bien d'accord, on ne parle pas des grands mouvements, de faire de la course, etc. On parle juste d'arriver à monter tes escaliers, utiliser ton ordinateur, avoir les mains devant pour faire ta cuisine. Exactement. Vraiment, on est dans le mouvement de base. Ouais, exactement. Et en fait, c'est un peu une notion, peut-être que je me suis mal exprimé quand je parle de mouvement, mais c'est même de la posture. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le mouvement, mais tu vas toujours faire travailler tes muscles. À partir du moment où tu n'es pas allongé avec tous tes muscles qui sont détendus, tu es dans une forme de mouvement. Encore une fois, de posture, mais de travail musculaire. Voilà, c'est peut-être plutôt ça que j'aurais dû dire de cette façon-là. Pour plus d'informations, je vous ai mis un lien du CHU de Bordeaux en description. Alors, la base de la prévention des TMS, c'est l'adaptation du poste de travail. Mais soyons honnêtes 2 minutes. On n'arrive déjà pas bien à convaincre les institutions que les doctorants sont des créatures qui ont besoin de manger. Donc autant dire que faire adapter le poste de travail, la paillasse ou l'ordinateur, c'est pas demain la veille que ça va se produire. D'autant plus qu'un certain nombre de doctorants travaillent aussi chez eux, sur des petits ordinateurs portables installés un peu comme ils peuvent à cause des petits espaces dont on a parlé dans l'épisode précédent. Allez voir si c'est pas le cas. À défaut donc de pouvoir agir sur le poste en face de nous, on va essayer d'agir sur le corps qui reçoit. Et il y a 2 choses à faire. La première, dont on parlera plus tard dans l'épisode 11, parce que très honnêtement, je ne sais pas comment les gens trouvent la foi de faire du sport le matin, c'est de faire des exercices qui vont venir renforcer la musculature, de manière à pouvoir soutenir les articulations qui peuvent avoir des problèmes, et ainsi faire en sorte que les efforts soient moins pénibles, que le risque de blessure soit plus faible, et que de toute manière, les mouvements à faire soient plus confortables. La seconde, dont on va parler aujourd'hui, ça va être de venir étirer en douceur toutes les parties potentiellement douloureuses afin justement de prévenir les blessures dans la journée et d'éviter aussi que les douleurs s'installent. Alors je préviens tout de suite, je ne suis pas coach sportif. Non mais sérieusement, vous m'avez regardé. Mais tous les mouvements qu'on va voir dans la session juste après ont été validés par ma kiné à l'époque parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'ai voulu lui demander si j'étais pas en train de faire n'importe quoi. La routine est donc safe, mais si vous avez une condition particulière, si vous êtes blessé et vous-même en convalescence, demandez toujours l'avis à un professionnel. Voyez les exercices que je vous donne, comme des routines d'entretien ou de convalescence, qui ne m'ont pas empêché, moi, puisque justement j'ai dit que ça avait été validé par ma kiné. C'est bien, vous suivez. De faire appel à quelqu'un lorsque j'en avais besoin.
On va commencer par une routine d'étirement que vous pouvez faire clairement la tête à moitié dans le coltard et qui est tirée d'une application que j'ai beaucoup utilisée et qui s'appelle Fabulous. Le principe même des items par moment de la journée vient de là, si vous voulez tout savoir. Elle est disponible en anglais, en français et en espagnol, je crois. Elle est gratuite, mais il y a aussi une version payante, on en reparlera un petit peu après. Je conseille de faire cette routine directement au saut du lit, hormis faire le lit dont vous venez justement de vous lever, mais on en a déjà parlé de ça normalement. Parce que ça va vous réchauffer aussi, sachant que les pioles étudiantes, en hiver, c'est pas ça quoi. Oui, vous sentez que j'ai bossé tous les aspects de mon sujet. Un étirement pour les hanches. Ça aide le bas du dos, que vous travaillez assis ou debout. Il faut essayer d'aller le plus loin possible pendant 15 secondes, puis changer de côté, à faire 2 fois. Ça peut craquer dans les hanches, les lombaires et les chevilles sans souci, mais méfiez-vous des douleurs aux genoux. 2. Étirement du haut du dos. Le but est de relaxer la zone entre les omoplates. C'est particulièrement bon pour ceux qui travaillent à l'ordinateur. Gardez la position droite, les omoplates creusées, pendant 15 secondes, puis descendez pendant 30 secondes. Le but n'est pas de toucher le sol, mais de faire du poids pour étirer la colonne. Ça peut craquer dans les vertèbres et les épaules. En revanche, attention si ça génère des douleurs dans les bras ou si vous avez la tête qui tourne. 3. Dos rond et dos creux. Étire aussi bien le haut du dos pour ceux qui travaillent assis que le bas pour ceux qui travaillent debout. Il faut tenir la position pendant 30 secondes, puis changer, le tout 2 fois. Ça peut craquer dans les cervicales, les lombaires, le sacrum, voire les épaules, c'est pas grave, mais attention si vous avez les poignets ou les genoux fragiles. 4. Étirement au sol. Le but est de passer de la posture du cobra, qui fait travailler le bassin, à ce truc qu'on a validé avec ma kiné pour les épaules. Le premier va soulager le bas du dos, que vous travaillez assis ou debout, tandis que le second est surtout bon pour le travail devant ordinateur. En cobra, si ça craque dans le bas du dos, dans le plexus quand vous respirez, ou si ça tire dans les abdos, c'est normal. Mais une douleur aiguë dans le bas du dos doit vous alerter. Pour l'autre, si les épaules ou le haut du dos craquent, c'est pas un problème, mais une douleur qui court le long du bras ou qui vous donne une sensation de brûlure près des omoplates doit vous faire consulter. On fait 15 secondes chaque, 2 fois. 5. Hanches et adducteurs. Il y a 2 versions, une avec la main au sol et une avec la main sur un meuble. Je conseille de commencer par la seconde parce qu'on n'est pas forcément ultra réveillé le matin et ça évite de se casser la figure. C'est particulièrement bon pour les gens qui bossent beaucoup debout en statique. 15 secondes de chaque côté, 2 fois. Un craquement de la hanche ou que ça tire dans la jambe est normal. Une douleur au dos ou au poignet ne l'est pas. Et puis attention à votre équilibre. 6. Jambes pliées. Si vous êtes hyperlaxe, ça peut ne pas vous aider beaucoup car vous serez vite bloqué par votre thorax. Pour les autres, le but va être de replier la jambe le plus possible en gardant l'autre droite. Je conseille de le faire une fois 30 secondes de chaque côté, puis de prendre 30 secondes les 2 jambes repliées pour relaxer la colonne. C'est une position assez confort, donc toute douleur doit vous alerter. 7. Jambes tendues. Le but est encore une fois d'aller le plus près possible du thorax. Attention, si la jambe tremble, vous êtes trop loin. Relâchez la pression. Pareil, 30 secondes de chaque côté. Que ça tire dans la jambe est normal, mais ça ne doit pas faire mal et surtout pas au niveau du genou. 8. Planche. Pour finir, 30 secondes de planche afin de renforcer la ceinture abdominale et de protéger le dos. Attention si vous avez les poignets sensibles, auquel cas vous pouvez le faire sur les avant-bras. Ici, le principe va être le même que celui des étirements, mais en ajoutant un travail sur la respiration en plus. On reparlera de la respiration et de son impact sur le stress plus en détail dans une prochaine vidéo, mais celle-là est déjà assez longue comme ça. Avant de passer au mouvement, je tiens à faire une petite mise en garde concernant le yoga. Le yoga, c'est cool, ça vous permet d'étirer le corps, de vous réveiller en douceur et de focaliser sur sa respiration au lieu d'avoir les pensées qui partent en banane dès le début de la journée. Et vous savez toute l'aversion que j'ai pour la banane. Mais le yoga est historiquement très teinté de spiritualité.
voire même de religion, sachant que c'est directement issu de l'hindouisme, c'est tout à fait normal, ça s'explique historiquement, et techniquement, il n'y a rien de mal à ça. Si vous en faites 10 minutes par jour, comme moi, juste parce que ça vous détend et que ça vous permet de ne pas avoir aux épaules, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Mais si jamais vous devenez vraiment fan de ça, ce que j'espère, que si ça vous fait du bien, pourquoi pas, et que vous avez envie de pousser un petit peu plus votre pratique, il faut que vous soyez vigilant. Le risque de dérive sectaire est réel et il existe. Pour cela, je vous mets un lien dans la description sur le podcast de Méta de Choc consacré au yoga. Et maintenant, on va passer à la routine. Étape 1, on se tient bien droit, les pieds écartés et les mains pliées sur soi. Le but est encore ici d'étirer la zone entre les omoplates. On fait ça sur l'expiration et on ne s'inquiète pas si une thoracique ou le plexus craque un peu. Étape 2, on ne bouge pas les pieds, on lève les bras et on part en couronne à droite pour étirer l'épaule. C'est pas grave si ça craque, mais une douleur en fil le long du bras doit alerter. On inspire pendant le mouvement. Étape 3, on descend face au sol, toujours sans bouger les pieds. Là encore, le but n'est pas de toucher le sol, mais d'étirer le haut du dos. On expire en faisant ça, on ne s'inquiète de rien en haut, mais on surveille si ça fait mal dans le bas du dos. Étape 4, on déplace le pied droit derrière soi et on pose les deux mains autour du pied gauche. On inspire en essayant d'ouvrir la cage thoracique en grand, ça peut craquer et on ne s'inquiète pas. Par contre, attention si vous avez les poignets sensibles. Étape 5, on envoie le pied gauche rejoindre le droit pour se mettre en planche et on reste quelques secondes à gainer en bloquant la respiration. Toujours attention si vous avez les poignets fragiles. Étape 6, on descend en pliant les bras et en soufflant profondément. On peut jouer de la pression entre les pieds et les mains pour étirer le dos et encore une fois, on reste vigilant sur les poignets. Étape 7, on pose le corps et on passe en cobra. On inspire bien en étirant le bassin. Ça peut craquer tout le long de la colonne, mais on reste vigilant sur les poignets et puis en cas de douleur au niveau des lombaires. Étape 8, sans bouger les pieds ni les mains, on bascule le corps. On va étirer le haut du dos et l'arrière des jambes, donc c'est bon pour ceux qui bossent à l'ordi comme debout. On souffle bien en se déplaçant. L'objectif, c'est d'avoir les talons et les mains sur le sol. Bon, moi je les ai pas, mais j'ai des problèmes au tendon d'Achille, ça compte pas. Étape 9, on revient en position 4, mais en ramenant le pied droit qu'on avait envoyé en arrière. C'est toujours sans déplacer les mains et puis en inspirant bien. L'étape 10 est comme la 3, on expire bien. L'étape 11, c'est la 2, mais avec l'autre bras, et on inspire à fond. Et puis, étape 12, on revient à la 1, et on souffle. L'idée est de faire 3 séries de plus en plus rapides. La première série fait 10 secondes par étape, la deuxième 8 secondes, et la troisième 6 secondes. Les seules choses qui changent, c'est qu'il faut penser à varier l'ordre des pieds à l'étape 4, et donc à la 9 un peu, pour pas étirer toujours dans le même sens. Et que pour les bras, la première série, on étire en haut, la seconde, on étire devant, et la troisième, on étire derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a bien avancé. Je vais vous laisser tous les liens en description si jamais vous voulez avoir un peu plus de détails sur les différentes références dont j'ai parlé. Il y aura également le lien de l'application. Alors, pour l'application dont je vous ai parlé justement, je pense que le mieux c'est toujours d'utiliser d'abord la version gratuite qui a déjà pas mal de contenu et de passer éventuellement en premium une fois que vous avez vraiment fait une période d'essai et que vous voyez si c'est quelque chose qui vous convient. Ne claquez pas votre argent dans quelque chose dont vous allez vous lasser au bout d'une semaine. En ce qui concerne la partie premium, j'ai l'impression qu'avec mon compte, j'ai moyen d'obtenir des réductions à d'autres personnes sur leur abonnement, mais je ne sais pas bien comment ça marche parce que je ne l'ai jamais fait. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés par ça, laissez-moi un message en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.